Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes accouchements à la maison parce que la semaine dernière, ça a fait 5 ans que ma deuxième fille est née. Et mes 2 dernières, si vous ne le savez pas, sont nées à la maison par choix. C'était clairement voulu, c'était anticipé, ça a été préparé pendant de très très longues semaines, voire mois et années. Et donc, j'avais envie de vous replonger avec moi dans ces 2 accouchements. Alors, j'ai pris des notes parce que, mine de rien, ça fait 5 ans et il y a quelques trucs que j'ai déjà oubliés. C'est fou, hein. Notre mémoire, elle sélectionne beaucoup déjà. Donc, ça fait 5 ans et en fait, je me suis rendu compte en partageant sur les réseaux sociaux juste le fait que ça faisait 5 ans et que j'avais accouché à la maison. J'ai eu des dizaines et des dizaines de questions en me demandant comment j'avais réussi à faire, comment ça s'était passé la prépa, comment c'était possible. Donc je me suis dit qu'il y avait encore des choses à raconter sur ce thème-là, parce que si je reprends juste quelques chiffres, on est moins de 1% en France à accoucher à la maison sur les... il y a moins de 700 000 naissances aujourd'hui en France maintenant, donc ça représente beaucoup moins de 1000 naissances par an. Je vous recommande le travail de Floriane Stauffer, qui est sage-femme, qui est celle qui collecte toutes les données de l'AAD en France. Donc on appelle ça l'accouchement accompagné à domicile. On a de la chance, ça fait depuis 2020, je crois, oui, parce que je crois que j'étais la première année où je suis rentrée dans les stats, ou peut-être depuis 2019, où il y a une collecte de données de manière très précise et sérieuse, avec une analyse des données, des datas. Pour montrer un peu l'état de l'AAD en France. Je sais que ça reste un choix très marginal, très incompris, qui est catégorisé comme bobo ou même très baba cool en fait. Et la réalité sociologique, c'est que ça touche vraiment toutes les catégories sociales. C'est pas du tout l'image qu'on en a. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous recommande d'écouter un épisode que j'ai enregistré avec Floriane, justement. Je vous mettrai le lien dans l'épisode pour que vous puissiez aller vous faire une idée de la réalité de ce que c'est l'accouchement à la maison. Donc, pour reparler de mes 2 accouchements, donc c'était en septembre 2020 et en février 2022, pour mes 2 derniers. Ma première... Je n'avais pas osé franchir le pas alors que c'était un souhait, mais mon mari était un petit peu réticent. Et moi, je me suis dit, bon, je vais pas aller contre lui. On venait d'emménager à Bordeaux, c'était pas encore idéal. En revanche, quand on a voulu avoir un 2e enfant, je lui dis, ok, par contre, c'est obligé, c'est à la maison. Et pourquoi c'est à la maison ? Parce que quand j'ai été adolescente, je suis partie vivre aux États-Unis, dans une famille américaine à Minneapolis. C'était en 2006, donc ça fait 18 ans maintenant. Et cette famille, c'est ma famille de cœur, c'est ma 2e famille et je suis toujours en contact avec eux et avec elles. Hein. On s'appelle ou on s'écrit toutes les semaines à peu près. Et donc, je suis retournée les voir assez souvent, et notamment ma sœur américaine et mon frère américain. Donc, mon frère qui est marié à ma sœur américaine, Nan. Et Nan a accouché à la maison 2 fois et... Comme par hasard, j'ai été là la première fois, donc c'était en 2013, en novembre 2013, et j'ai assisté à ça, j'ai préparé
la piscine d'accouchement, on a préparé le salon avant qu'elle arrive, parce qu'elle était partie en voiture et que c'était pas prévu que ce soit à ce moment-là. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu que ça se passe au moment où j'étais à Minneapolis. Je venais toujours pour Thanksgiving, c'était censé être un mois après. Donc ça, c'était aussi un truc extraordinaire de me dire le timing était parfait. Et donc, j'ai vu cette bulle d'amour, j'ai vu ce côté mais magique, incroyable, extraordinaire dans ma chair en fait. J'étais pas là évidemment pendant l'accouchement, c'est un moment intime où nous on s'est retirés, mais on a préparé la salle et ensuite j'étais là le lendemain quand j'ai découvert mon neveu américain qui a aujourd'hui 11 ans, il va avoir 12 ans même. Et ça m'a marqué à vie et j'étais pas dans une phase où j'avais quelqu'un dans ma vie, j'étais pas en phase où j'avais envie d'avoir un enfant, mais ça c'est resté en moi. Et donc pour ma deuxième grossesse, c'était non négociable. On allait avoir un accouchement à la maison. Parce que aussi, juste avant, j'avais été assistée à une conférence de Michel Audin. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Michel Audin, c'est un gynécologue obstétricien, chirurgien obstétricien qui est décédé il y a quelques semaines, fin août 2025. Et qui a marqué le monde de la naissance par toutes ses connaissances. Il avait 95 ans. Je l'ai interviewé également. Donc, je vous recommande plus, si vous préparez un accouchement physio, notamment, d'écouter cet épisode. Mais aussi si vous préparez une césarienne, parce qu'en fait, à la base, il était spécialiste des césariennes. Et donc, j'ai eu de la chance de le voir en conférence à Bordeaux, un homme extraordinaire. Et tout ce dont il a parlé pendant cette conférence m'a bluffé. Parce que c'est un scientifique et vraiment, il parlait de la sensation de sécurité pour la maman, de la lumière tamisée, des odeurs, des bruits, du rôle de la sage-femme, d'une doula, du soutien émotionnel, physiologique qu'on peut avoir pour la maman, du mécanisme physiologique, de ce qui se passe en réalité quand on accouche et comment c'est déclenché hormonalement. Bref, mais c'était une masterclass de 1h30, j'ai pris une claque. Et à cette conférence, il y a eu ma future sage-femme qui m'a accompagnée pour mes 2 grossesses à la maison. Et donc, tout s'est un peu imbriqué. Et quand je suis tombée enceinte en décembre 2019, on a commencé le suivi pour être suivi pour accoucher à la maison avec ma sage-femme, avec qui j'ai aussi fait un épisode, Isabelle Deputier, que vous pouvez écouter. C'est un des tout premiers épisodes de mon podcast, je crois que c'est le 16. Je vous mettrai tous les liens dans l'épisode, vous inquiétez pas. Parce qu'elle aussi, elle est extraordinaire. C'est une femme qui a marqué le monde de l'accouchement à la maison en France. Elle a accompagné des milliers de familles dans cette aventure extraordinaire, faut le dire. Et donc, j'ai commencé à lire, parce que ça se prépare un accouchement à la maison. Vraiment, je veux insister là-dessus. Ça se prépare énormément. Il faut déconstruire toutes nos croyances autour de l'accouchement, de ses peurs, de ce que ça peut représenter pour la population générale. L'accouchement à la maison est très encadré. Les sages-femmes ne suivent que des grossesses qui sont dites physiologiques et saines. Je mets des gros guillemets parce qu'il y a juste des facteurs excluants à l'accouchement à la maison. Moi, j'en faisais pas partie. Et j'ai lu énormément de livres et dont quelques-uns qui m'ont marqué. Je vous mets aussi le lien parce qu'on a fait un article dessus où vous pourrez retrouver tous les livres dont je parle. Donc notamment celui de Ina May Gaskin, qui est la reine, la queen des sages-femmes mondiales, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, mais qui est une des pionnières dans l'accouchement à la maison. Elle est devenue un peu sage-femme par hasard. Elle a une histoire extraordinaire aussi. Et il y a un documentaire également sur Ina May Gaskin et comment elle a créé un lieu aux États-Unis pour les femmes, les familles qui désirent accoucher à la maison et dans une forme de respect, de la naissance respectée. Et il y avait aussi les livres de Lucille. Je crois qu'ils sont juste à côté de moi si je regarde. Excusez-moi. Pour celles et ceux qui regardent sur YouTube, ça s'appelle La naissance, découvrez vos super pouvoirs. Donc c'est 3 tomes de BD qui sont époustouflantes. Ces BD, elles sont époustouflantes. C'est très très bien fait pour les papas. C'est pour les conjoints ou les conjointes qui ont du mal à suivre vos projets. Surtout si vous voulez des naissances physio. Donc ça, c'est une bible. Vraiment, ça reprend beaucoup d'ailleurs de ce que Ina May Gaskin dit. Mais je vous le remets. Si vous regardez sur YouTube, vraiment, c'est important. D'ailleurs, merci à toutes et à tous parce qu'on est 10 000 maintenant sur YouTube et c'était un de nos goals cette année de faire grandir cette chaîne. Et vous avez été au rendez-vous, donc je vous en remercie. Pourquoi est-ce que c'est très important de se préparer pour un accouchement à la maison ? C'est primordial même
parce qu'on n'y va pas les mains dans les poches. Ça arrive, les accouchements inopinés à la maison, mais nous, on prépare un accouchement accompagné à la maison. C'est différent. C'est pas le fruit du hasard, c'est le long travail de préparation parce que on sait pourquoi on devrait être transféré, on sait s'il y avait un problème, ce qu'on doit faire, on est conscient et consciente que ça peut ne pas se passer comme on a décidé, même si moi j'étais un petit peu dans le déni, genre je voulais même pas faire ma valise de la maternité, mais ça c'était moi, on s'inscrit à la maternité. Bref, tout ça pour vous dire que c'est encadrer l'accouchement à la maison, c'est beaucoup moins fou que ce que veut nous faire croire la population générale, les médias même, hein. Moi qui travaille dans les grands médias, je sais, on est mal renseigné. Donc cet épisode, il est primordial là, que je suis en train de vous faire parce que ça peut peut-être vous ouvrir les yeux sur une expérience que vous auriez envie de vivre, pas forcément à la maison, mais juste de vous réapproprier votre corps et de reprendre le pouvoir. Donc partagez-le si vous avez des copines enceintes qui se posent la question, si vous avez des papas qui sont un petit peu indécis, c'est l'épisode qu'il faut écouter. Et je vous remercie encore une fois d'être aussi bienveillant et de partager aussi bien ce genre d'épisode. Je sais qu'ils inondent vos groupes WhatsApp et franchement, c'est une grande fierté, donc merci. Donc ça a été le processus pour décider d'accoucher à la maison. Mon mari, il a dit oui très rapidement et encore plus une fois qu'il avait fait le rendez-vous avec la sage-femme parce que les sages-femmes à la maison, elles sont très fortes, elles savent qu'il faut surtout s'intéresser au papa au début parce qu'elles savent que quand nous, on vient les voir, les sages-femmes, on est clair avec notre projet, on veut accoucher à la maison. Les papas, ils sont un petit peu réticents, ils sont pas encore à 100% dans le projet. Et donc, elles sont très fortes parce qu'elles les incluent vraiment de A à Z, ce qui est malheureusement pas le cas encore en maternité à l'hôpital, et ça devrait être la norme, ça serait normal, mais il y a un petit peu moins de temps pour le faire. Et puis, il y avait aussi une raison pour laquelle je voulais accoucher à la maison, c'est que c'était la période du Covid. On était en 2020, et pour celles et celles qui ont accouché à la maison, vraiment, vous avez une place spéciale dans mon cœur parce que je sais les violences que vous avez vécues, je sais la maltraitance que ça a été de devoir juste mettre un masque, accoucher avec un masque, de ne pas avoir eu votre conjoint ou conjointe avec vous, de vous être retrouvé seul. Bref, on se sait, et c'est vrai que nous, en accouchant à la maison, on n'a pas été confrontés à ça. On a eu beaucoup d'amour, d'entourage, de cocooning, et c'est très très important quand on veut accoucher à la maison. Donc ça, c'était les semaines, les mois avant, et vraiment les cours de prépa à la maison sont incroyables. C'est un autre niveau en fait. On est dans d'autres connaissances et ça fait énormément de bien. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que nous, on doit faire un travail chez nous, donc de lecture, d'écoute de podcasts, d'histoire. Enfin, je me suis beaucoup renseignée à côté. J'ai lu un tas de livres sur le sujet, mais ça, c'est ma façon de procéder. J'ai besoin d'accumuler des connaissances pour me sentir bien, et je trouve que ça redonne du pouvoir d'accumuler ce type de connaissances. Et il y a un cours qui m'a particulièrement marqué et que j'avais envie de vous partager. C'est un cours qui s'intitule « Pourquoi je ne pourrais pas accoucher à la maison ?» En fait, on voit tous les scénarios possibles, les cas de figure possibles qui font que potentiellement on n'ira pas jusqu'au bout de notre projet. Et dans cette partie du cours, il y a notamment évoqué les violences sexuelles qu'on peut avoir vécues. Et je trouve que c'était très intelligent de la part de ma sage-femme de le faire parce qu'elle explique que c'est pas le jour de l'accouchement que ça va pouvoir se travailler, malheureusement. Que c'est souvent un motif même de césarienne quand ce sont des violences qui remontent à la surface. Alors parfois c'est pas de votre faute, vous avez des mémoires traumatiques qui arrivent et on sait que parfois on occulte pendant des dizaines d'années et que ça remonte au moment de l'accouchement. Mais en gros elle nous explique que c'est à nous de faire ce travail, de s'interroger. Est-ce qu'on en a vécu? Est-ce que ça peut bloquer l'accouchement? Est-ce que c'est une zone trop sensible? Parce qu'elle donne l'exemple d'une maman qui n'avait jamais dit qu'elle avait été agressée sexuellement et même violée. Et c'était au moment de l'accouchement qu'elle l'avoue à la sage-femme, parce que ma sage-femme ne comprenait pas pourquoi le travail n'avançait pas plutôt. Et en allant faire une balade, comme elle le fait souvent au moment de l'accouchement, cette patiente lui a avoué, elle lui a dit « Écoute, tu sais quoi, c'est même pas une question d'accoucher à la maison ou pas, là on va aller quelque part, c'est qu'on va aller à l'hôpital en césarienne. » Et ça m'émeut d'en parler. Ça me met tellement en colère de me dire que toutes ces femmes, on leur vole leurs accouchements parce qu'il y a beaucoup d'inceste en France, parce qu'il y a beaucoup de violences sexuelles. Et donc cette maman, elle a accouché par césarienne à l'hôpital, alors que son projet à la base, c'était d'accoucher à la maison. Donc elle nous a beaucoup parlé de ça pendant cette prépa à l'accouchement, et ça m'avait marqué. Alors j'ai de la chance de ne jamais avoir vécu de violences sexuelles dans mon enfance ou qui aurait pu
compromettre mon accouchement. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup d'entre vous qui écoutez. Et ça me met en colère. Et ça me rend très triste. Et les sages-femmes le savent, que souvent à l'accouchement, c'est des souvenirs traumatiques qui remontent et je trouve ça dur. Bref, j'avais pas prévu de pleurer aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas pour ça. Mais c'est normal, ça, que ce soit dur. Donc, ce que je disais, c'est que je voulais vous partager ça parce que si jamais vous êtes enceinte et que vous posez des questions, je pense que c'est des questions importantes à se poser, même si vous accouchez à l'hôpital, parce que ça restera en vous, même à l'hôpital, il n'y a pas de... C'est pas une question d'aller à la maison ou pas. Et donc moi, j'ai continué mon chemin de prépa. J'étais très en forme physiquement, même si c'était ma deuxième. J'adore être enceinte l'été, ce qui était le cas. Et ma grande a fait sa rentrée à l'école en septembre. Et à l'époque, c'était il y a 5 ans. Et moi, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là et j'étais vraiment très, très sereine. Enfin, pour moi, c'était même pas envisageable que j'aille accoucher ailleurs qu'à la maison. Parce que c'est de ce dont Michel Audin parle, ce sentiment de sécurité qui est primordial pour les femmes. Moi, mon sentiment de sécurité, c'est à la maison, c'est pas à l'hôpital. J'ai testé l'accouchement à la maison, je ne me suis pas sentie en sécurité, je n'ai pas aimé. J'ai été face à certains soignants, et notamment des hommes, et je dis pas qu'ils le sont tous, heureusement que non, mais notamment un anesthésiste qui a été odieux, et j'aurais pu vraiment lui physiquement m'en prendre à lui, mais pas de chance, j'étais bloquée avec ma péridurale. Et ça m'avait montré que c'était pas ça mon choix, et ça peut être l'inverse pour vous. Votre choix de sécurité, il est primordial. Est-ce que vous sentez en sécurité à la maison, à l'hôpital, entouré de médecins? Est-ce qu'il vous faut le plus haut niveau de maternité pour justement avoir la sensation que s'il arrive quoi que ce soit, vous allez être prise en charge? Je connais pas votre histoire, si vous avez perdu un bébé enceinte à la naissance, mais évidemment que votre niveau de sécurité, c'est pas le même que le mien, les exigences sont différentes, mais c'est des questions primordiales à se poser. Qu'est-ce qui me rend... qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité pour accoucher? Donc, c'était la maison. En parallèle, il faut quand même préparer une valise de maternité au cas où on doit être transféré. Mais je vous dis, moi, j'étais en déni. C'était même pas envisageable que je puisse être transférée. Et donc, j'ai continué ces semaines en septembre où je me préparais. J'ai eu la chance d'avoir toutes mes amies qui se sont réunies autour de moi pour une après-midi tellement forte, menée par une doula. On a fait des cercles de femmes, on a mangé, on a pris des photos, on a fait des massages, on a fait un peu de yoga. C'était un shoot d'amour. J'ai reçu des bougies avec des mots de toutes mes copines. Et du coup, le jour où j'ai accouché, je les ai gardées, ces bougies. Donc, dans les semaines avant qu'on accouche, on se passe en fait une piscine d'accouchement. Moi, dans ma tête, c'était sûr que j'accouchais dans l'eau. Je suis poisson, peut-être que ça, j'adore l'eau. Mais des stats que j'ai vus, en fait, il n'y a que 30% des femmes qui accouchent à la maison dans l'eau. Et moi, j'avais l'impression que c'était 100%, alors que pas du tout. Et donc, on a reçu cette piscine et c'est un moment assez fort parce qu'en fait, on va le chercher chez un couple qui vient d'accoucher. Donc, il y a une espèce de transmission de ouf. On sent l'ocytocine chez les gens. Je sais pas, il y a ce truc de positif qui vous prend en fait au corps et vous dit allez, c'est moi la prochaine, je vais y arriver. Ça vient de bien de se passer pour la personne juste avant moi. Donc, on installe la piscine, on la gonfle. On commence un peu à préparer l'environnement, à réfléchir. Et la sage-femme, elle, vient chaque semaine, pendant les 3 ou 4 semaines avant l'accouchement, chez vous. Vous ne vous déplacez plus au cabinet, c'est elle qui vient, elle fait le monitoring, elle regarde l'environnement, parce qu'évidemment, on n'accouche pas dans des conditions d'insalubrité, on accouche dans un environnement qui est sain, qui est propre. Et elle voit un peu comment ça se passe en cas de problématique. Ça, c'est elle. Les sages-femmes à domicile sont équipées comme une maternité niveau 1. Il faut vraiment qu'on ait conscience de ça. Elles ont tout un matos de réanimation, maman, bébé. Elles savent quand il faut prendre la décision de transférer. Elles prennent pas en fait ça à la légère. En tout cas, pas ma sage-femme. C'était très carré. Et donc, elle est venue me voir la veille. Elle fait le monito, elle regarde un peu comment le bébé est placé, comment je me sens, ma tension, tout ça. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je regarde ton col au cas où? Et je lui dis, ouais, vas-y, je veux juste voir où j'en suis, je me sentais bien. Elle me dit, bon, allez, là, c'est une très bonne nouvelle, ton corps, il est ouvert, ton col, pardon, il est déjà ouvert, il est à 3. Franchement, je sais que ça va être hyper rapide, ça va aller vite, super. Et sincèrement,
potentiellement, elle m'a menti. je le dis, j'en sais rien. Mais en fait, ça donne une énergie et une confiance en soi qui est essentielle quand on veut accoucher. Et donc moi, j'ai eu ce truc de « Oh, trop bien, je suis déjà à 3, c'est déjà ouvert, mon col, il a travaillé. » J'avais beaucoup de contractions de Braxton Hicks. Oh, ça, c'est très dur. Hein. Toutes mes grossesses, j'ai eu ça. Moi, j'ai des copines qui n'ont jamais eu. Ah là, ça, c'est fatigant au bout d'un moment. Mais donc, en vrai, c'est pas des fausses contractions, hein, ça fait quand même travailler. Et donc, je repars galvanisée. L'après-midi, je vais chez mon ostéo qui me manipule pour faire de la place dans mon ventre. Et elle me dit, bah, je le sens trop bien, toi aussi. Et en fait, c'est très important que les gens de votre entourage, médical ou pas, vous disent, tu vas le faire, ça va être incroyable, ça se sent, t'es bien là, tout va bien se passer. Ça n'exclut pas qu'il peut y avoir des problèmes comme à l'hôpital par ailleurs. Rien n'est jamais sûr à 100%, mais c'est très important d'avoir cette confiance en soi pour accoucher. Et j'avais une confiance en moi au max, les meufs. J'ai été dans un truc, je planais déjà, je pense. Et en fait, j'avais tellement lu sur la cascade d'hormones, je savais tout ce qui allait se passer dans mon corps et à quel point ça allait être feu d'artifice, que j'avais qu'une hâte, en fait. Et donc, je suis allée me coucher ce soir-là. Notre fille de 3 ans, elle dormait encore avec nous. Elle avait son lit par terre dans notre chambre. On a dîné tranquille, on avait préparé la piscine et je me suis endormie et je me suis réveillée vers minuit. Je suis allée aux toilettes et là, j'ai commencé à me dire « Ok, j'ai des contractions ». Alors, c'est cool, c'est que j'avais déjà accouché, donc je savais déjà ce qu'étaient des vraies contractions et j'ai commencé à avoir des contractions. Et la diff, c'est que là, j'avais des contractions dans le ventre et pas dans le dos. Parce que mon bébé était bien placé et je pense que pour ma première, elle n'était pas tout à fait bien placée. Elle avait aussi un périmètre crânien, ma fille, ma première, énorme. Bref, ma deuxième, elle était bien et donc ces contractions dans le ventre, c'est pas douloureux en fait. Enfin, vraiment, cet accouchement, je vais vous le dire, je n'ai pas eu une seule douleur. C'était intense, c'est vrai, mais je n'ai pas ressenti de douleur physique. Donc en fait, mon mari il a entendu, il s'est réveillé avec moi, je dis ça commence, je pense. Il me dit viens, on descend. Donc on est descendu, j'envoie un message à ma sage-femme pour lui dire il est minuit et quelques, je commence à avoir des contractions et elle me renvoie t'inquiète, ça va prendre du temps, va faire un gâteau. Ok. Et elle nous a bien expliqué quand est-ce qu'il fallait l'appeler, à quel moment. Donc on descend, on se dit on va commencer à remplir d'eau chaude la piscine. Moi je le sentais bien, je commence à organiser toutes mes bougies, à mettre les lumières. J'avais mes photos, j'avais toute une table avec mes cadres photos, j'avais ma playlist. Donc vraiment on commence à s'installer, mes contractions elles s'intensifient. Et puis arrive un moment où mes contractions elles me sèchent, c'est-à-dire que c'est des moments où voilà on met les mains sur la table, on est debout, on est toujours en mouvement, mais on peut plus trop bouger ni parler. Et donc là, elle nous avait clairement dit, il faut m'appeler, ça veut dire que ça va arriver. Donc Clément l'appelle, lui envoie un message que moi je suis déjà dans ma bulle. Et en fait, elle nous a confondus avec une autre maman qui à ce moment-là, et c'était son premier, donc elle les appelait que c'était mon deuxième, je sais plus ce qu'il y a eu. Mais donc là, elle dit, ah mais attends, c'est Clémentine. Elle lui dit, attends, j'arrive. Donc en fait, elle habite à un quart d'heure, 20 minutes. Et parce qu'elle dit, là, ça va sûrement aller vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je me dis, cool, elle arrive, je me sens extrêmement bien. Vraiment, si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, j'ai partagé des photos, je vais vous en mettre sur YouTube, vous allez voir, je plane en fait, je prends des photos 20 minutes avant d'accoucher, je suis au top. Là, j'ai envie d'aller aux toilettes, donc je vais aux toilettes. Et ça, c'est très bon signe quand on va aux toilettes, c'est quand on commence à se vider parce que ça veut dire que notre corps est en train de se préparer à l'accouchement et de dire, écoutez, tout ce qui est dans votre tube digestif, j'en ai pas besoin, donc on va le dégager. Et donc, c'est ce qui se passe. Je me vide aux toilettes. Ça s'évacue, on va dire. Et donc, je sors des toilettes et je dis, vas-y, là, c'est un peu plus intense. J'ai envie d'aller dans l'eau chaude. Je sais que ça va me faire du bien. Ça va me détendre. Il me dit, ok, nickel. Donc, je rentre dans l'eau. Elle était trop bonne. Tellement un kiff de rentrer dans une piscine d'accouchement. Oh, mais vraiment, je vous jure. Si vous avez une matère, vous pouvez aller dans l'eau, mais allez-y, mais 1000 fois. L'eau chaude, c'est magique. Donc je rentre dans l'eau, mon mari me masse, je me détends tranquille et puis les contractions s'intensifient, mais à aucun moment, encore une fois, je veux dire que j'ai ressenti la douleur. Vraiment, je suis dans une excitation, une euphorie qui est ouf. Et là, je lui dis, je sens que ça sort. En fait, j'ai eu ce qu'on appelle un réflexe d'éjection. Et ça arrive pas à tout le monde, mais quand ça arrive, en fait, c'est comme si vous aviez envie de vomir et que vous vomissiez et vous ne pouvez rien faire, en fait. Ça sort, c'est un réflexe d'éjection. Et donc,
Là, je lui dis, ah, je sens qu'elle descend, elle sort. Mon mari en panique. Moi, j'en sais rien, il est derrière moi parce qu'il me massait. Mais moi, je suis au taquet. Il est en panique parce que ma sage-femme n'est pas là. Et donc, je sens que ça commence à pousser une première fois, une deuxième fois et troisième fois, toboggan. Ma fille, elle est sortie et j'étais morte de rire. Mais j'étais en extase. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu un accouchement orgasmique. C'est-à-dire que c'est pas un truc où tu ressens un orgasme. C'est que c'est un shoot de joie, d'euphorie, mais monstrueux. Et moi, j'étais à l'ouest. C'est-à-dire que moi, elle sort, je suis en mode mon mari le téléphone avec la sage-femme. Et en fait, ma sage-femme, c'est magique. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a ouvert la porte au moment où je sors ma fille de l'eau. Donc elle a une vision, parce que vraiment chez nous, notre salon, il donne sur la porte d'entrée. Donc elle a vu ce moment-là. Elle me dit, ah bah nickel, j'arrive au bon moment. Mon mari, je pense qu'il est descendu de 10 étages. Mais moi, je savais que si ça allait vite, c'est que ça allait bien. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'obstruction, tout allait bien. En fait, elle est sortie, j'ai rien maîtrisé. J'avais un genou à terre, un genou debout. J'ai laissé la place à mon bébé pour sortir. Je n'ai rien maîtrisé, je n'ai rien fait, je n'ai pas poussé. Vraiment, ce n'est pas moi qui ai eu la maîtrise de cet accouchement, c'est mon corps, c'est ma fille. Et c'était un truc, mais je pourrais pas décrire avec des mots ce que c'est un accouchement comme ça, parce que je souhaiterais que toutes les femmes sur Terre puissent un jour dans leur vie vivre une puissance pareille, un moment d'extase aussi incroyable avec leur enfant, parce qu'on mérite tout ça. Je sais que c'est pas donné à tout le monde pour plein de raisons variées. Je sais que il y en a. Moi, je suis née par césarienne, c'est la césarienne obligatoire, et je pense qu'on peut avoir des très beaux accouchements césariennes, évidemment. Mais cette puissance que j'ai ressentie, ce pouvoir sur mon corps, cette fierté, mais je me sentais comme une déesse, comme une reine. C'était ouf. Je pensais pas pleurer aujourd'hui. Et je suis fière, je suis tellement fière d'avoir cru en moi, d'avoir autant travaillé sur moi, sur tout ce que je croyais autour de cet accouchement, de m'être donné les moyens en fait de le faire. Et ce qui veut pas dire que si vous n'avez pas réussi, si c'était pas votre projet, vous êtes nul, ça n'a rien à voir avec ça, c'est mon histoire perso et comment moi je me suis sentie à ce moment-là. Et la sage-femme, ma sage-femme qui est arrivée et qui s'occupe tout de suite du bébé, qui vérifie que tout va bien, moi je sais même plus ce qui se passe. Alors là, je sais pas, j'ai déconnecté. Elle prend 2-3 photos, heureusement on a ces 2-3 photos, il y a une espèce de magie sur ces photos je trouve. Ma fille va très bien évidemment. Et elle dit, bah tu vois quand même, je t'avais dit que ça servait à rien, les sages-femmes. C'est vous qui faites tout le boulot. Et je trouve que quelque part, elle a raison parce que elles sont là en backup pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous sécuriser. Mais c'est nous les actrices principales de notre accouchement. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Et je vous souhaite à toutes vraiment un jour de connaître ça. Et donc... après, on sort de la piscine et c'est le moment de se mettre tranquille pour allaiter et se poser. Et je sais plus ce qui se passe après. Elle naît, donc j'ai commencé à avoir des contractions vers minuit. Elle naît, il est 2h du matin, 2h50. Donc voilà, il se passe 2h50 entre le moment où j'ai minuit et demi. Donc il se passe 2h30 entre le moment où j'ai des accouchements, n'importe quoi. Entre le moment où j'ai des contractions et le moment où j'accouche. Et après, elle a fait tous les soins, on expulse le placenta. Moi, je voulais garder le placenta. Oui, je fais partie de ces oufs qui ont gardé le placenta et qui l'ont mixé en smoothie. Tout à fait. On en a coupé une partie qu'on a enterrée sous un arbre et une autre qu'on a gardée avec nous dans le congélateur et que j'ai mis chaque jour dans un smoothie. Et j'ai aucun souci à dire que j'ai trouvé ça génial de le faire. Et derrière, je suis remontée, oui, 2h30 après, j'ai pris mes escaliers chez moi, je suis allée dans la chambre d'amis me poser et j'ai pas dormi parce que alors vraiment t'es dans je sais pas, j'étais sur notre planète. Mon mari, je crois qu'il est resté dormir avec notre grande, je suis pas sûre que lui non plus ait trop dormi. Et puis après le lendemain c'est la rencontre de notre grande avec notre fille, c'est tellement précieux, on est chez nous, elle se réveille, c'est Noël. Enfin pour elle c'était Noël. De les avoir vus se rencontrer dans ce cadre aussi intime.
Et ça restera gravé à jamais en moi. Et c'était ouf aussi de prendre mon téléphone, de faire un FaceTime avec mon père, ma mère, ma sœur, mes beaux-parents. Et de me montrer, après de montrer le bébé. Ils sont là, mais... Je dis le bébé parce qu'à l'époque, on n'avait pas son prénom. On a mis 3 jours à trouver le prénom de notre fille. Parce qu'on était chamboulés, parce qu'on savait pas. Et j'ai vécu un postpartum de rêve. Vraiment, j'ai vécu un postpartum de rêve. Et on a un super guide si vous voulez préparer votre postpartum parce que c'est très important. C'est un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai le lien aussi. Et ça se prépare comme un accouchement, un postpartum. Et je l'avais fait cette fois, je l'avais très bien fait. J'avais anticipé tous mes repas avec une de mes meilleures amies qui est la marraine d'ailleurs de ma fille, avec Olivia qui est d'origine vietnamienne et avec sa maman et sa cousine. Elle m'avait préparé plein de plats hyper nourrissants et d'origine asiatique. C'était ouf. J'avais tout congelé. J'avais plein de bouillons. J'avais vraiment étudié le sujet de la nourriture. Ça avait été très important pour moi. Je m'étais vraiment reposée. J'avais pris le temps. Alors, c'était le Covid, il y avait plein de confinements. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette sensation que la vie, elle reprend à 1000 à l'heure. La vie était tranquille à ce moment-là. Et c'était merveilleux. Et donc, ça, c'était mon premier accouchement. Et je vous dis ça parce que là, j'ai vraiment vécu un accouchement de ouf avec ma deuxième. Et ma troisième, c'était plus dur. Donc, pour vous contrebalancer, c'était plus dur parce que je tombais enceinte 8 mois après ma deuxième. Donc, j'étais très fatiguée, j'étais très carencée. Je ne le savais pas, très, très carencée, puisque nous sommes 3 ans et demi après. Et je remonte juste la pente de mes carences. Et donc, ça a été un accouchement où je pense que j'étais pas stressée, mais je savais que la vie à 3, avec 3 bébés de moins de 5 ans, ça allait être hardcore. Et je pense que j'étais dans l'anticipation de ce stress-là. Et pourtant, ça a été un accouchement déclenché naturellement avec une potion magique que font les sages-femmes. Oui, je sais, c'est possible, mais ça existe et ça a très bien marché. C'est-à-dire que j'ai pris cette potion magique de 19h à 20h avec les instructions de ma sage-femme parce qu'on avait un événement de famille qui était important et on voulait pas que ça s'entrechoque. Donc, on a choisi la date de naissance de notre fille, plus ou moins. Encore que j'ai commencé le 19, le travail, elle est née le 20, donc pas vraiment, mais... Et d'ailleurs, je m'embrouille tout le temps, puisque elle est née le 20-02-2022, et j'ai toujours l'impression qu'elle est née le 22-02-2022, il y a trop de 2, de 0, c'est compliqué pour moi. Et donc, j'ai commencé à prendre cette potion magique entre 19h et 20h, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Je suis allée me coucher, là, j'étais fracassée, j'avais déjà 2 enfants enceintes, c'était dur. J'ai pas vécu une grossesse hyper sereine. Et derrière, je me suis réveillée vers 22h30 avec une gerbe, pas bien du tout, la tête qui tourne et tout. Et de me dire, oh là là là, ok, ça commence. Donc là, il y avait des contractions. Pas douloureuses non plus, juste de l'intensité, voilà, c'est là. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, ça marche, on y va. Je crois que moi, je m'étais endormie à 20h, donc lui, il dormait pas. On s'est rejoints, on avait préparé la piscine avec nos enfants, donc ça c'était trop chouette, on avait pris des photos, elle savait que potentiellement ça arrivait dans la nuit. D'ailleurs ma grande, elle a mis un temps fou à s'endormir parce qu'elle savait, je pense. Et je suis descendue, on a prévenu notre sage-femme en avance cette fois et elle m'a dit, Clem, tu ne rentres pas dans l'eau sans moi, ça c'est mort. Donc j'ai commencé le travail tranquille, j'ai rallumé mes bougies, j'avais ma musique. Ma deuxième, elle est née sur la chanson de John Mayer, Gravity, et je trouve ça ouf. Donc j'avais toute ma playlist, j'étais prête, mes mots de mes copines et tout. Et là, je l'ai filmé cet accouchement. Je sais que c'était mon dernier et je voulais le filmer, donc j'ai tout filmé de A à Z sur mon téléphone et sur mon appareil photo. Et ça, c'est ouf. C'est ouf parce que la distorsion de ce qu'on se souvient et la réalité de ce qui se passe, elle est marrante. Et donc, ma sage-femme, elle est arrivée. Là, les contractions, c'était plus intense, c'était plus difficile, on va dire. Et quand elle est arrivée, je sortais des toilettes. Donc moi, je sais que c'est un signe quand je sors des toilettes, c'est que mon corps, ça y est, il a commencé à se vider et qu'il veut partir en travail. Et là, sage-femme me regarde et elle me dit, oh, franchement, vu ta tête, à mon avis, tu vas pas accoucher tout de suite. Hein. Franchement, elle me dit, vas-y, va dans l'eau. Je lui dis, attends, s'il te plaît, je peux aller dans la piscine. Là, j'ai envie d'aller dans l'eau chaude, ça me fait du bien. Elle me dit, vas-y, va dans l'eau et au bout de 20 minutes, tu sortiras, on ira marcher. Bon... Vous l'avez compris, je ne suis pas sortie de l'eau, on n'a pas été marcher. Donc, je suis rentrée dans l'eau et là, j'ai senti que c'était très intense, très vite. Alors, moi, j'ai eu la sensation que j'ai eu mal pendant 10-15 minutes et j'ai regardé la vidéo. Ça a duré 2 minutes. En fait, ça s'est accéléré d'un coup dans l'eau. Je suis rentrée dans l'eau, il devait être minuit et demi. Minuit.
et elle est née à minuit 35. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ça va très vite. Donc elle est née vers minuit 35. Donc je rentre dans l'eau, ma sage-femme est là, on rigole, on parle, et puis d'un coup là je parle plus. Moi je les écoute plus, je suis plus dedans. Apparemment elle dit à mon mari, va chercher une bassine parce que potentiellement là elle va vomir. Sauf que en vrai, j'ai pas vomi, mais je sentais que c'était intense. Et là je sais, je sens, là j'ai une énorme contraction, je suis dans l'eau et je sens que ça commence à descendre et que je vais chercher au plus profond de moi-même en fait. Là vraiment c'est un truc, c'est d'une très forte intensité. Et donc ma sage-femme là, elle regarde, elle dit ok, elle doit se rendre compte qu'il y a un truc qui bloque et elle intervient en fait, elle va m'aider à sortir mon bébé, c'est-à-dire que là elle va me manipuler, elle va mettre la main pour aider à faire le passage. Et donc deuxième très grosse contraction où là j'ai un son caverneux parce que je l'ai revu, sinon je m'en souviendrai pas, je pense où j'ai un parce qu'on hurle pas tant que ça en fait à la maison de manière générale, on a vraiment des sons et les sons caverneux disent beaucoup du moment où on en est pour les sages-femmes, elles savent regarder ça. Et donc ça sort, ma fille sort et en fait c'est tellement fort et intense. Je peux quand même dire que c'était quand même, oui, douloureux par rapport à ma deuxième. Je vous le refais tous les jours, cet accouchement. Ma troisième, c'était intense. Elle dit, oh là, il y a le cordon. Moi, j'ai lâché l'affaire. Elle est sortie. Je veux même plus qu'on me parle parce que j'ai fait tout mon effort physique pour les 20 prochaines années. Et en fait, elle enlève le cordon autour du cou. Il y avait double cordon. Et tout va bien, elle la sort, tout va bien, bébé respire, vraiment il y a eu zéro séquelle, tout allait bien, même si il y avait le cordon. C'est juste que c'était beaucoup plus dur parce que quand vous avez le cordon, c'est-à-dire que ça s'est raccourci pour sortir. Elle est un peu retenue vers l'arrière en fait, c'est ça le problème du cordon aussi. Mais j'ai réussi à la sortir, puis là elle me dit on va la peser parce que c'est un très beau bébé. Moi je la regarde, ma fille, je pleure. Et de tout, je relâche la tension et en fait, effectivement, je me rends compte qu'elle est costaude et elle faisait beaucoup plus de 4 kilos. Elle faisait 4 kilos 3, un truc comme ça quand on l'a pesée. Et on est sorti de l'eau. Et là, par contre, j'ai eu des tremblements pendant 3 heures. Mais des tremblements, mais incroyables. Enfin, ce truc, tu te dis, mais je savais même pas que c'était possible. J'ai pas eu une naissance orgasmique là, mais en fait, elle était très rapide, cette naissance. Vraiment, c'était encore une fois, en 2 secondes, c'est fait. Et je me suis allongée sur le canapé, on a sorti de placenta encore, tout allait bien. Et là, ma grande, elle s'est réveillée à minuit 40, et elle est descendue rencontrer sa petite sœur, alors qu'elle se réveillait plus, hein. Elle avait plus l'âge où elle se réveillait, elle avait 4 ans et demi. Et elle est venue rencontrer sa sœur tout de suite. Et j'ai des images sans avoir des images, je suis deg parce que j'ai arrêté de filmer, je crois, à ce moment-là. J'ai dit à mon mari d'éteindre et j'aurais dû laisser, parce que c'est un peu flou dans ma tête, soyons très honnêtes, comparé à ma deuxième. Et c'était magique. Mon postpartum pour ma troisième était plus intense pour plein de raisons différentes parce que je m'étais pas remise de ma deuxième grossesse. Moi, je préconise pas du tout d'enchaîner. Enfin, moi, j'ai galéré parce qu'aussi c'était 2 jours avant le début de la guerre en Ukraine et à ce moment-là, c'était assez choquant et violent ce qui se passait. Là-bas, ça l'est toujours, hein, mais enceinte, en postpartum, ça m'a beaucoup fragilisée parce que j'étais très, très carencée, très fatiguée, parce qu'on sortait de 2 années de Covid et de confinement, déconfinement, et que vraiment, j'étais pas au top de ma forme au niveau psychologique. C'était compliqué dans notre dynamique familiale aussi pour plein de raisons, donc c'était pas le postpartum le plus ouf et je l'ai très bien préparé et ça s'est passé au mieux que ça aurait pu se passer, on va dire, vu les conditions. Mais vraiment, les accouchements à la maison, mais si vous hésitez, moi, je vous recommande 100 fois de vous faire suivre par une super sage-femme qui a les compétences. Et c'est pas facile en France parce que malheureusement, elles sont moins de 70, je crois, aujourd'hui. C'est une vraie véritable chasse aux sorcières et j'emploie pas ces mots à la légère. Je suis scandalisée du traitement qu'on leur réserve. Et ces femmes-là, elles font un travail extraordinaire. Elles sont ciblées en permanence. Et je trouve ça très dur parce que ça restera 2 des plus beaux souvenirs de toute ma vie, ces naissances à la maison. Évidemment, ma première aussi, parce que c'est ma première, même si c'était à l'hôpital et que ça s'est pas passé comme je voulais. Elle a fait qu'aujourd'hui, je suis là à vous parler, en final. Donc, ça restera un truc incroyable. Mais accoucher à la maison, c'est votre moment de puissance. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Et puis, mine de rien, la cascade d'hormones que vous mangez après, c'est assez ouf.
Donc voilà, ça c'était mes 2 récits d'accouchement à la maison, comment j'ai fait, ce qui s'est passé. Si vous avez une copine qui se pose des questions sur l'accouchement physiologique, envoyez cet épisode, partagez-le autour de vous, c'est très important. Si vous regardez sur YouTube, j'espère que vous avez apprécié, abonnez-vous évidemment à ce podcast et faites circuler, parce qu'on a besoin de redonner du pouvoir aux femmes. Allez, je crois en vous, vous êtes capables, vous êtes fortes, vraiment, ça vous l'avez en vous, maintenant il n'y a plus qu'à. À très vite, on se retrouve dans un prochain épisode.